des anneaux, donc les clés de réussite de l'anneau intracrânien. À toi, Ismaël. Merci beaucoup pour le bureau de l'association des ophtalmologistes de la région Marrakech-SFI pour cette invitation. Donc c'était une belle journée de chirurgie réfractive. Vraiment, les orateurs étaient de très grande qualité de présentation. Alors je vais clôturer avec un sujet qui s'approche un peu de la chirurgie réfractive, puisqu'on modifie aussi la réfraction de la cornée par les anneaux intracornéens. Alors, je commence par un peu d'histoire. Donc, les anneaux intracornéens ont eu la FDA au début pour traiter des faibles myopies. Et en année 2000, donc les anneaux par feu professeur Collin ont eu l'indication d'utiliser dans le traitement du kératogène. Alors le mécanisme d'action des anneaux, donc la loi de Baraker, quand on met des anneaux en périphérie, on aplatit le centre, on verra de façon plus claire ce mécanisme au cours de cette présentation. Quelles sont les indications de mettre des anneaux intracornéens? Souvent c'est le kératocone ou des ectasies cornéennes. Quand on a une acuité visuelle non corrigée basse, quand on a une acuité visuelle corrigée par des lunettes qui est basse, c'est un patient qui voit mal avec des lunettes, et toujours en première intention, on propose à ces patients des lentilles rigides ou des lentilles sclérales. La contactologie est le premier traitement du kératocone. Et dans la situation où le patient refuse les lentilles, ou bien ne les tolère pas, après plusieurs tentatives et plusieurs changements, c'est à ce moment-là qu'on indique les anneaux. Ce n'est pas un traitement de première intention. Quelles sont les contre-indications? Les cas très avancés, une kératométrie à 90, on ne va pas faire d'anneau, une cicatrice centrale, donc qui empêche la vision centrale. Si vous mettez une lentille sur une cicatrice centrale, le patient ne va pas voir. Également pour les anneaux. Les cornées trop fines, on va rentrer après dans les détails, les cornées trop comptées. La grossesse aussi, c'est une contre-indication à la chirurgie par anneau. Les patients qui ont des problèmes immunitaires incontrôlés, les patients qui ne demandent pas. Je ne peux pas avoir en consultation un patient qui a un kératocone et je l'oblige à mettre des anneaux. Il faut qu'il soit demandeur parce que c'est une chirurgie de réhabilitation qui n'est pas obligatoire. Et bien sûr, les patients qui ne sont pas réalistes. Ils croient que l'anneau est un LASIK et ils vous demandent de 10 sur 10. Donc des patients comme ça, il ne faut pas les prendre. Alors, le sujet de la bérométrie, moi je pense que toute personne qui veut se lancer en chirurgie réfractive et en kératocone doit apprendre le solfège. Et le solfège de la chirurgie réfractive, c'est la bérométrie. Une présentation a été faite tout à l'heure par Mme Halouche, excellente présentation, mais je pense qu'il faut donner énormément de temps à l'apprentissage et à la compréhension des aberrations. Et à partir des aberrations optiques, on va comprendre le problème et on va s'attaquer au problème. Alors les aberrations sont divisées, comme je ne vais pas trop répéter, en deux parties. La partie qui est corrigée avec des lunettes, et c'est le deuxième ordre, et la partie qui n'est pas corrigée avec tout ce qui vient troisième, quatrième, cinquième ordre. Et donc quand on a une ectasie cornéenne, on a en plus des aberrations de bas grade, surtout la problématique, c'est les aberrations de haut grade. Un kératoconien, quand il porte des lunettes, ne voit pas bien, c'est parce qu'il a des aberrations de haut grade qui ne sont pas corrigées avec des lunettes. Donc les aberrations les plus fréquentes chez un kératocone, il y a la myopie, il y a l'astigmatisme, et il y a surtout high order aberrations, le coma, high spherical aberrations, l'astigmatisme secondaire et le reste. Je ne vous apprends rien, une présentation a déjà été faite tout à l'heure. Maintenant, quand on fait de la chirurgie réfractive ablative, on sait très bien que pour chaque type d'aberration, nous avons un profil d'ablation. Alors pour la myopie, c'est une ablation centrale, pour l'hypermétropie, c'est une ablation périphérique, dans l'astigmatisme, c'est une ablation périphérique. Alors comme on a des profils d'ablation dans la chirurgie ablative, nous avons des profils d'addition dans la chirurgie additive. Et c'est ce qu'on va voir. Le profil d'addition de la myopie est un cercle autour c'est une addition qui est périphérique. C'est l'inverse du profil d'ablation. L'astigmatisme, son profil d'addition est celui-là.
Donc, quand on veut traiter un astigmatisme par addition, on va ajouter 2 segments de part et d'autre de l'axe le plus compris. Maintenant, nous avons les profils d'addition des aberrations de haut grade. Comme on fait la PKR topo-guidée pour traiter le coma, on a un profil d'ablation du coma. Nous avons aussi un profil d'addition pour traiter le coma. C'est celui-là. Donc, c'est un segment qui est situé du côté de la partie la plus cambrée. Et nous avons le high spherical aberration, ou l'aberration sphérique de haut degré, qui est un mamelon, c'est ce qu'on voit dans les kératocones centraux en mamelon. Et bien, le profil d'addition, il ressemble au profil d'addition de la myopie. C'est pour cela que dans les kératocones centraux, on met un anneau circulaire. Et nous avons, il n'y a pas que l'astigmatisme low order aberration, c'est l'aberration de bas grade qu'on corrige facilement avec des lunettes, mais nous avons au niveau du kératocone surtout un astigmatisme secondaire. C'est comme un astigmatisme en 3 dimensions où les lunettes ne donnent pas d'efficacité. Je l'ai essayé de l'imager de cette manière, et celui-là, on ne va jamais bien voir avec des lunettes, mais on peut le corriger aussi avec un profil d'addition qui ressemble au profil d'addition de l'astigmatisme. Alors, les différents types d'anneaux, il y a le Keraring, le Ferrara, l'Intax, il y en a d'autres maintenant sur le marché. Chaque anneau est caractérisé par 3 choses: par son arc, par son diamètre et par son épaisseur. Donc, pour chaque anneau a une référence. Un anneau de 210 d'arc a une épaisseur de 300 microns, avec un diamètre de 5 mm. C'est ça la référence de l'anneau. On commande un anneau de cette manière. Donc il y a différents types d'anneaux en fonction des sociétés, des petits anneaux, 120, 150, 160 d'arc. Et nous avons différentes gammes. Ça c'est les diamètres. Il y a le 5 mm et il y a le 6 mm. Le 5 mm est plus efficace que le 6 mm sur l'aplatissement. Mais parfois on est obligé de mettre le 6 mm quand on a la pupille qui est par exemple large. Les larges pupilles, il faut mettre des anneaux un peu plus larges. Et les Intax par exemple qui ont 7 mm. Alors il y a aussi les anneaux asymétriques, donc chez Keraring, ce qu'on appelle les Keraring AS. On va voir aussi tout à l'heure leur intérêt. C'est des anneaux, par exemple un anneau de 160 degrés, où ça commence un côté à 150 microns d'épaisseur et ça se termine à 250 microns d'épaisseur. Alors ça c'est les Keraring AS. Maintenant, l'objectif de cette présentation, ce n'est pas la technique chirurgicale, c'est la programmation, c'est le bureau d'études. Pour construire une maison, on appelle un bureau d'études pour nous donner la poutre, son épaisseur, etc. Maintenant, l'objectif, c'est comprendre comment fonctionne l'anneau et comment planifier l'anneau. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques chirurgicaux, c'est une chirurgie qui n'est pas très difficile, mais c'est la planification qui est importante. Alors, quel est l'objectif? Quel est l'objectif quand on va proposer un anneau chez un patient? Donc, le patient, il demande une augmentation de la meilleure correction, l'augmentation de l'acuité non corrigée, même si, quand on fait la chirurgie des anneaux, on ne promet pas au patient de se débarrasser des lunettes. On va lui dire, on va essayer de vous donner une meilleure vision avec les lunettes. C'est la première ligne, Best Corrected Visual Acuity. La meilleure acuité visuelle corrigée avec des lunettes, on va essayer de l'augmenter. Et bien sûr, réduire les aberrations optiques. Vous avez ici les aberrations optiques, et vous allez commencer par quoi? Quel est votre premier ennemi ici sur cette pyramide? Les polynômes déserniqués. Vous avez une ligne ici. Qu'est-ce que vous devez, si je vous donne, avec un anneau, vous me détruisez une aberration, vous la tuez, vous l'enlevez. Vous commencez par au-dessous de la ligne ou au-dessus de la ligne? Au-dessous, au-dessus. Au-dessous, au-dessus. Votre premier ennemi, c'est le high order aberration. Quand vous traitez un kératocone, s'il avait que des aberrations de premier, de deuxième ordre, il aurait bien vu avec des lunettes et le problème ne serait pas posé. Quand j'ai un kératocone, je sais qu'il a des aberrations de haut grade. Et mon ennemi, mon pire ennemi, c'est le coma, high spherical aberration et l'astigmatisme secondaire. C'est vraiment la première des choses à laquelle je m'attaque. Puis,
Votre deuxième ennemi, ce sont low order aberrations. Pourquoi? Parce que low order aberrations, les aberrations de bas grade, sont des aberrations qu'on peut corriger uniquement avec des lunettes. Et la correction avec des lunettes est une correction qui est simple. On peut mettre des lunettes, on peut mettre des lentilles souples, on peut mettre des implants FAC pour corriger low order aberrations. Mais la high order aberrations, nous avons que les anneaux ou bien les traitements ablatifs personnalisés qu'on appelle la PKR topoguidée ou abéroguidée. Donc, retenez avec moi une chose. L'astigmatisme se situe où? En haut ou en bas? Deuxième. Deuxièmement. Je parle de l'astigmatisme. C'est le premier. Premier, donc deuxième ordre. Il est situé où par rapport à cette ligne? Au-dessus. C'est-à-dire, est-ce que c'est notre premier ennemi? Non. Ou notre deuxième ennemi? Voilà. Alors, la problématique qui se pose, c'est que dans le kératocone, tout le monde rattache les anomalies à l'astigmatisme. Alors que le vrai problème dans le kératocone, ce n'est pas l'astigmatisme. Il y a des patients qui ont des astigmatismes très forts, qui n'ont pas de kératocone, qui portent des lunettes avec des verres, des cylindres de -5 et qui sont très bien. Donc, la finalité finalement de mon traitement, ce n'est pas de traiter l'astigmatisme qui est l'aberration de deuxième grade. Mon but, c'est de traiter les aberrations de haut grade. Donc, déjà, si on retient que l'astigmatisme, low order aberration, n'est pas mon premier ennemi, ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut faire une stratégie. Quand je suis devant un patient kératoconien, je fais une stratégie qui va essayer de s'attaquer aux high order aberrations. Et bien entendu, si dans mon programme je peux intégrer aussi les low order aberrations, ça serait bien. C'est-à-dire enlever les aberrations de haut grade. Et par la même occasion, si je peux traiter aussi un astigmatisme, une myopie, dans un second lieu, ça serait bien de donner à mon patient une vision assez utile avec des verres les moins épais possibles. Mais que ça ne soit pas ma première préoccupation. Parce que si je lui donne des verres épais, s'il voit 8 dixièmes avec un verre de -10 et un cylindre de -5, je pourrais après lui mettre un implant FAC. Maintenant, comment calculer les implants intracornéens? Alors ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Ce n'est pas faire une topographie et une réfraction au réfractomètre, l'envoyer à la société, c'est elle qui va nous donner le schéma. Loin de là, vous allez comprendre pourquoi. Alors il faut déterminer la sphère. Donc on va, le kératocone, il a les aberrations de bas grade et les aberrations de haut grade. On va essayer de les décortiquer, de faire une sorte d'abérométrie mentale. C'est que moi, je vais essayer, en regardant ma topographie, en faisant ma réfraction, d'estimer un petit peu approximativement combien est la part des low order aberrations et combien est la part des high order aberrations. Comment je vais faire? Je vais essayer de mesurer la sphère, le cylindre de deuxième degré, c'est-à-dire low order aberration, la best correction visual acuity, la meilleure acuité visuelle avec lunettes, et on va analyser chacune. L'axe est très important. L'axe qu'on va choisir dans notre protocole, c'est le pilier central de notre traitement. Si je choisis un faux axe, j'aurai tout le traitement faux et le traitement ne va pas marcher. La profondeur des tunnels, et moi, j'ajoute la longueur axiale. Je l'ai trouvé dans aucune publication. Je vais vous montrer l'intérêt. Je pense que je vais faire un travail dessus. Et je vais vous montrer l'intérêt d'utiliser la longueur axiale, qui est un examen facile, et il nous aide beaucoup dans le calcul des implants. Alors, le calcul des implants. Donc, comment calculer la sphère? Ne jamais se fier au ticket de réfraction. Le réfractomètre que nous utilisons tous les jours est un abéromètre de faible capacité. C'est un abéromètre qui est ancien, qui n'est pas évolué, qui ne permet de détecter que deux aberrations, le défocus et l'astigmatisme. Alors que quand une machine qui n'arrive pas à mesurer les high order aberrations est devant une cornée qui est irrégulière, la machine devient folle et compare différents points, ça lui donne différentes valeurs, et nous donne des cylindres, et ces cylindres ne sont pas des astigmatismes, c'est l'interprétation erronée des high order aberrations par une machine de capacité limitée. Le quotient intellectuel de notre réfractomètre est faible. Le vrai réfractomètre qu'on devrait tous avoir, c'est l'abéromètre. Donc, jamais, ne regardez jamais un kératocone, jamais pour le corriger, ne regardez le
ticket de réfraction. Alors, la mesure est subjective, elle prend du temps. C'est un examen qui prend du temps. Il ne faut jamais se fier sur le réfractomètre, jamais de cycloplégie. Quand vous mettez la cycloplégie et vous dilatez la pupille, eh bien vous avez toutes les aberrations du monde. Au contraire, il faut que la pupille soit serrée, c'est pour ça qu'on utilise même le trou sténopéique. Alors, on va déterminer la myopie. C'est très approximatif, ça prend beaucoup de temps. On commence par le positif, par une sphère positive, et puis on diminue jusqu'à avoir le maximum d'acuité visuelle. Je peux moi-même faire la réfraction à mon patient, avoir différentes réfractions, parce que le patient a une réfraction irrégulière et c'est difficile d'avoir la vraie réfraction. Alors, le cylindre, il y a deux types de méthodes. Il y a la méthode subjective, je parle ici du cylindre low order aberration, je ne parle pas d'astigmatisme secondaire. Alors, il y a l'astigmatisme topographique, c'est ce qu'on trouve sur le topographe, et il y a l'astigmatisme mesuré subjectivement. Moi, je préfère l'astigmatisme mesuré subjectivement. C'est-à-dire, je prends le patient, je lui donne un cylindre, par exemple, -1 sur un axe, je vais prendre l'axe topographique, et je vais modifier la valeur. Si, en augmentant la valeur du cylindre, le patient améliore son acuité visuelle, ça veut dire que ce cylindre participe à ma baisse de vision. Si j'augmente le cylindre et le patient ne s'améliore pas, ça veut dire que mon cylindre ne participe pas dans la baisse de vision, et ce n'est pas un cylindre, ce sont les autres aberrations, et dans ce cas-là, je vais négliger ce cylindre. Maintenant, le Base Correction Visual Acuity. Pour ceux qui ont fait quelques anneaux, quand ils ont demandé ils envoient la topographie à la société vous demande l'acuité visuelle du patient. Il vous dit, notez-moi la réfraction que vous trouvez avec l'acuité visuelle corrigée. Je ne sais pas si dans la salle, ceux qui ont déjà fait ça. Alors, pourquoi il va noter l'acuité visuelle? C'est pour estimer si l'acuité visuelle corrigée avec vos lunettes est élevée. Ça veut dire que le problème principal du patient, ce sont des aberrations de bas grade. Si, avec votre correction, le patient il monte à 1/10 au maximum de dixième, ça veut dire que toute votre réfraction que vous faites, ils ne vont pas la suivre dans le protocole et ils vont aller suivre le High Order Aberrations en fonction des images topographiques. Alors, c'est très important de déterminer est-ce que la prédominance est vers les Low Order Aberrations, les bas grades ou les hauts grades. Alors, la détermination de l'axe est très importante. Je dis c'est le pilier de la programmation des anneaux. Donc, il y a l'axe topographique et il y a l'axe du coma. Alors, regardez ici, nous avons l'axe du coma, c'est ça. Et là, l'axe topographique est là. Et donc, le choix de l'axe que vous allez choisir pour votre chirurgie dépendra de l'acuité visuelle. Si par exemple l'acuité visuelle elle remonte énormément avec votre cylindre, c'est-à-dire que low order aberration est prédominante et je vais choisir mon axe topographique. Si l'acuité visuelle ne remonte pas avec votre réfraction, je vais négliger l'astigmatisme et je vais aller vers le coma dans un kératocone comme ça asymétrique et je vais me mettre mon axe qui sera l'axe du coma. Alors, la taille de la pupille est très importante, puisque vous allez mettre un anneau, c'est comme en chirurgie réfractive, où quand vous avez la taille grande, si l'ablation est petite, eh bien, le patient va avoir des aberrations, c'est exactement la même chose. On ne met pas un anneau de 5 mm sur une pupille de 5-6 mm. Plus la pupille est large, il faut mettre des anneaux encore plus larges. Donc, il faut toujours faire attention au diamètre de la pupille mésopique. La salle doit être dans cette ambiance un peu plus sombre pour voir la taille et la mesurer. Après, il y a des nomogrammes pour avoir la profondeur du tunnel qui devrait être entre 70 et 80%. Le tunnel n'est pas superficiel, il est profond. S'il est superficiel, il n'est pas bien. Il doit être profond pour être efficace et pour éviter les extrusions. Alors, il y a des nomogrammes, ça c'est le nomogramme de Kerari. Quand vous travaillez de façon manuelle ou quand vous travaillez avec des machines 22 secondes qui font le tunnel, mais vous n'avez pas le contrôle OCT, vous êtes obligé de suivre ce nomogramme. Mais quand vous travaillez avec une machine où vous avez un OCT de contrôle, vous arrivez quand même à suivre le tunnel pour éviter la perforation. Ça c'est un détail. Je reste beaucoup plus sur la programmation que sur la technique chirurgicale. La longueur axiale, je ne l'ai trouvée sur aucune publication, mais je l'utilise depuis un certain moment. Pourquoi? Parce que, en faisant mon aberrométrie mentale,
j'essaie de définir les aberrations de bas grade et j'essaie de définir les aberrations de haut grade. Chez un patient qui a moins 15 de myopie, qui a un kératocone, je devrais savoir si sa longueur axiale qui a moins 15, est-ce que c'est une longueur axiale à 28 ou c'est une longueur axiale à 23? L'approche est différente. Si c'est une longueur axiale à 23, donc cette myopie, elle est générée par le kératocone. Si la longueur axiale elle est élevée, c'est-à-dire que c'est un patient qui était myope avant de développer son kératocone et que mon objectif n'est pas de traiter sa myopie, c'est de régulariser sa cornée et je vais lui dire, monsieur, je vais vous mettre un anneau et il se peut qu'après, je vous mette un implant. Pourquoi? Si c'est un patient qui a une myopie très importante, moins 15, moins 16, et c'est une myopie qui est axiale,